Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous êtes connectés, j'espère que vous m'entendez bien, j'espère que tout se passe bien. Et donc, bienvenue pour ce live qui va porter sur la préparation au DSCG session 2023 pour l'UE1, et nous allons un petit peu voir quelles sont les notions essentielles à maîtriser sur cette UE1. Et évidemment, ce live qui se déroule dans un contexte un tout petit peu particulier, puisque pour ceux qui ont peut-être suivi les péripéties du DSCG de cette année, vous savez que vient de tomber une grande nouvelle aujourd'hui. C'est que l'UE2, je crois, de finance de la session 2022 a été annulé. Et donc, les candidats de la session 2022 sont appelés à recomposer le 5 janvier 2023. Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont ravis de cette nouvelle épreuve. Tout ça parce que, je ne sais pas si vous avez suivi ce qui s'est passé, mais en tout cas, l'un des exercices qui a été proposé sur la session de finance de 2022 était en fait un copier-coller d'un exercice qui était paru dans un ouvrage de préparation qui était paru chez Duno. Et du coup, le gars à qui on avait demandé de rédiger le sujet avait tout simplement copié-collé un bouquin et l'avait donné comme sujet. Et sur une épreuve sur 8 points, ça pardonne pas. Et donc l'épreuve qu'on a appris aujourd'hui venait d'être annulée. Voilà, voilà. Donc contexte un tout petit peu particulier parce que du coup, ça décale un petit peu toutes les annonces ou toutes les annonces de résultats, ça les décale au mois de février au lieu du mois de décembre. Et donc il va falloir qu'on voir un petit peu dans quelle mesure ça impacte un petit peu les préparations aussi. Mais en tout cas, ça n'impacte en rien le programme et donc en rien la session ou le live de ce soir. Alors, quand on parle des notions, alors je vais d'abord un petit peu peut-être très rapidement me présenter. Je m'appelle Frédéric Bottaro, je suis docteur en droit et il se trouve que ça fait maintenant quelques années que je prépare à l'UE1 du DSCG et je prépare à l'ensemble du programme du DSCG. Et, et j'ai écrit un certain nombre d'ouvrages. Alors j'ai participé à un ouvrage sur la préparation à l'UE1 du DSCG. J'ai participé, j'ai écrit un bouquin de droit social, voilà. Et donc voilà, donc ça fait un moment que je connais un peu cette UE, que je connais bien le programme, que je vois ce qui tombe, que je suis le truc, que ça fait maintenant 3 ans que chez ProConta, on propose un corrigé type dans les 24 heures de l'épreuve, et on l'a encore proposé cette année. Donc on suit quand même assez bien, ou je suis quand même assez bien les différentes épreuves et les différentes évolutions sur les sujets. Et donc, clairement, il y a quelques évolutions dont il va falloir parler, parce que ce qu'on va faire ce soir, c'est que sur les notions essentielles, bien sûr, on va voir quel est le programme. Et dans le programme, on va voir quels sont les points importants. Et sur ce qui est important, essayer de voir un petit peu s'il y a des éventuels pièges et vous dire, attention, ce genre de pièges, il va falloir les déjouer. Et voilà. Donc, on va essayer de faire ça. Donc, on va revenir un tout petit peu sur... C'était pas... Hop, voilà. On va revenir un petit peu sur le programme et les pièges à éviter. Et puis ensuite, on donnera quelques petites indications sur comment se présente l'épreuve, comment se présente le sujet, comment il faut l'aborder, comment il faut peut-être un tout petit peu se préparer. Voilà. Alors, du coup, on va commencer par voir sur le programme et les pièges à éviter. Pour ceux qui éventuellement connaissent déjà Kwadjoji Kuzuam nous dit que c'est une épreuve dont il a toujours eu peur. Ouais, je peux comprendre. L'UE1 fait peur. Je vais le dire très très clairement, l'UE1 fait peur. Et est-ce que c'est à juste titre? Pourquoi est-ce que l'UE1 fait peur? L'UE1 fait peur parce que, je crois, le programme, d'abord parce que c'est du droit, et que vous avez toujours l'impression, si vous n'êtes pas des juristes, que le droit, c'est nécessairement quelque chose d'extrêmement compliqué. Et puis elle fait peur aussi parce que le programme est quand même un très gros programme. Et je tiens quand même à insister sur ce point.
D'abord, ce n'est pas parce que c'est du droit que c'est nécessairement compliqué. Il y a des choses qui sont très simples en droit, hein. Comme je vous donne un exemple, voilà, je peux vous poser une question en droit et qui a rien de compliqué. Quel est l'âge maximum pour être désigné comme administrateur dans une USA? Voilà. Il n'y a pas de grand-chose de compliqué là-dedans, hein. 70 ans, point, fini. On a répondu, et on a répondu à une question juridique. D'accord? Et puis, pareil, sur le programme en lui-même, c'est-à-dire sur ce qu'on va voir maintenant point par point, il faut un tout petit peu démystifier parce que, d'abord, pour ceux qui ont déjà passé le DCG et qui donc ont été confrontés à l'UE 1, l'UE 2, l'UE 3, l'UE 4, hein, donc fondamentaux du droit, ex-introduction au droit, droit des sociétés, droit social et droit fiscal, une partie du programme ou une assez grosse partie du programme a déjà été traitée. Et donc, bon, voilà, en termes d'efforts, c'est peut-être un petit peu moins important que ce que vous pensez. Et puis, l'autre truc, c'est que bien sûr, au regard de l'étendue du programme qu'on va voir, il faut que vous surtout, et c'est le premier conseil que je peux vous donner, c'est surtout de refuser la tentation de ce qu'on appelle l'encyclopédisme. C'est quoi la tentation de l'encyclopédisme? C'est-à-dire le fait de vous dire, si je veux réussir cette épreuve, il faut que je sache tout sur tout. Vous ne saurez jamais, au regard du programme, vous ne saurez jamais tout sur tout. Il y a probablement plein de juristes il y a probablement plein de juristes qui ne pourraient pas répondre à tout. D'accord? Donc, voilà quoi. Alors on a une question de Siam qui dit « Bonsoir, je veux savoir, est-ce qu'il faut apprendre ou ça suffit de comprendre? Et quel module pèse le plus en matière de notes, s'il vous plaît ?» Alors on va le voir, Siam, on va tout détailler, mais que les choses soient très claires, c'est un peu le but de mon message, c'est que oui, il faut de la connaissance, donc il faut apprendre, mais que on est sur un diplôme qui est un diplôme de niveau Bac plus 5, et donc au-delà de la connaissance, il faut montrer qu'on a de la maîtrise. Et ça, évidemment, il y a un certain nombre de trucs méthodologiques pour pouvoir donner l'impression, ou en tout cas montrer qu'on a la maîtrise. Ok? Alors, sur le programme lui-même, effectivement, il est assez vaste. Alors, par quoi ça commence? Le programme commence par une étude du droit des contrats. Alors, le droit des contrats, c'est pas une inconnue, hein. Vous en avez déjà éventuellement fait en DCG UE1. En conséquence, vous avez peut-être déjà un certain nombre de connaissances en matière de droit des contrats. Alors, quel est le programme en matière de droit des contrats? On a quelque chose sur le contrat en général, avec là-dessus quelque chose d'extrêmement classique, hein, avec en première partie la formation du contrat, et en deuxième partie les effets, l'exécution du contrat, et bien entendu les sanctions de l'inexécution du contrat. Et puis ensuite est au programme du DSCG l'étude d'un certain nombre de contrats spéciaux avec le contrat de vente, le contrat d'entreprise, deux contrats de distribution qui sont le contrat de concession et notamment de concession exclusive d'une part et le contrat de franchise d'autre part, les contrats d'assurance, la transaction et, je l'ai mis là-dedans même si ça figure ailleurs dans le programme, le contrat portant sur le commerce électronique. Alors, est-ce que faire une impasse sur le droit des contrats, c'est une bonne idée? La probabilité que des questions vous soient posées sur le droit des contrats est de, je dirais, 9 sur 10. Hein, faire une impasse sur le droit des contrats, je ne suis pas certain que ce soit une super bonne idée. J'ai même tendance à dire c'est, je crois, une très mauvaise idée. Alors, il va falloir un tout petit peu peut-être tempérer cette appréciation. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que si on regarde un petit peu les sujets qui sont tombés les 2 dernières années, le droit des contrats avait quand même une place beaucoup moins importante que celle qu'il occupait jusque-là. C'est-à-dire que jusque-là, on avait généralement 5 ou 6 points qui portaient sur le droit des contrats, peut-être éparpillés un peu partout dans le sujet. Et là, l'année dernière, enfin cette année, on a eu du commerce électronique sur 6 points, mais vraiment sur le commerce électronique, donc vraiment sur un tout petit truc, Et puis surtout, l'année dernière, on n'avait que 2 points sur le droit des contrats ou 2,5 points sur le droit des contrats. Donc c'est un peu particulier.
peut-être qu'il y a une... Alors, je ne sais pas dans quelle mesure ça montre une véritable régression de l'intérêt qu'ont les rédacteurs de sujets pour le droit des contrats. Il faut attendre un petit peu, mais en tout cas, c'est vrai qu'on a pour l'instant, je le dis très clairement, une tendance à voir une petite décrue de l'importance du droit des contrats, à voir dans quelle mesure ça se confirme, avec quand même ce petit bémol, hein, c'est qu'on a eu effectivement cette année un truc juste spécifique sur le commerce électronique, et qui portait sur 6 points, donc un gros dossier sur le commerce électronique et la vente à distance, ce qui est un peu particulier quand même comme programme. Il me semble qu'il y a des choses peut-être un petit peu plus importantes à voir quand on est demain expert comptable. Alors, dans les points importants, qu'est-ce qu'il y a à voir? Alors, en ce qui concerne les contrats en général, il y a un côté un petit peu paradoxal dans l'étude des contrats en général, c'est que demain, dans la vraie vie, si vous êtes demain comptable, vous allez très certainement être confronté, ou si vous êtes confronté à un problème en matière de contrat, vous serez très certainement confronté à un problème relatif à l'exécution du contrat, et notamment à une problématique relative à son inexécution. Un client qui vient vous voir en disant il y a un fournisseur qui devait me livrer cette tant de marchandises pour telle date, j'ai toujours rien reçu, qu'est-ce que je dois faire? Donc c'est clairement quelque chose qui a trait à l'exécution du contrat. Et donc c'est essentiellement ce genre de problématique que vous allez avoir en pratique. Ceci étant, c'est vrai que en ce qui concerne les sanctions de l'inexécution du contrat, c'est quelque chose qui est tellement de la casuistique, c'est tellement dépendant d'un certain nombre de circonstances de fait, qu'en fait c'est compliqué de vous donner un sujet là-dessus, alors qu'il y a un domaine qui est beaucoup moins important probablement pour votre vie pratique, pour votre vie professionnelle demain, mais qui se prête beaucoup mieux à vous poser un sujet, et c'est quelque chose qui est relatif à la formation du contrat, avec notamment des problématiques sur ce qu'on appelle le retrait de l'offre de contrat, avec des problématiques relatives à la négociation précontractuelle, hein, et quelques problématiques éventuelles relatives au vice du consentement. Également, alors en revanche, et ça je crois qu'il faut bien le voir, en ce qui concerne les contrats spéciaux. En ce qui concerne les contrats spéciaux, à part le sujet de l'année dernière, enfin il y a 3 semaines, un mois, à part le sujet d'il y a un mois où on vous a vraiment interrogé sur le commerce électronique, mais de manière générale, même sur les 6 points, en réalité, il y en avait déjà 2,5 ou 3 qui étaient donnés sur des définitions. Et donc, j'ai envie de dire, ne vous esquintez pas et ne passez pas votre temps à apprendre dans le détail ou à essayer de voir dans le détail quelles sont les règles applicables à la vente, quelles sont les différentes ventes, quelles sont les différentes modalités de vente et tout ça. Il faut bien comprendre d'abord que le truc à faire, c'est de connaître les définitions et ensuite connaître juste les grandes lignes du régime juridique applicable à chacun des contrats. Voilà, c'est pas la peine de rentrer dans une étude détaillée du contrat de distribution, du contrat de franchise ou du contrat de concession exclusive. Vous n'avez pas besoin d'y passer 8 ou 10 heures, ou 15 heures, ou 50 heures, ou 60 heures pour savoir exactement ce que c'est, quelles sont les obligations du concédant, les obligations du concessionnaire, les obligations du franchiseur, du franchisé. Voilà, connaissez ça dans les grandes lignes. Je pense que ça sera vachement bien pour vous. Alors, il y a évidemment le grand gagnant dans les contrats spéciaux, c'est évidemment le contrat de vente. Et si jamais il y en a un sur lequel il faut peut-être un tout petit peu approfondir, c'est le contrat de vente avec 2 ou 3 petits pièges qui peuvent éventuellement arriver, ou 2 ou 3 écueils sur lesquels il faudra éviter d'échouer. C'est évidemment quelles sont les obligations du vendeur d'une part, très important puisque je vous rappelle que le contrat de vente c'est celui qui va impliquer un transfert de la propriété, très important de déterminer à quel moment intervient ce transfert de la propriété, et il y a un truc très particulier dans les contrats qui est à la limite des contrats de distribution et du contrat de vente, c'est les contrats cadres, et une petite une petite particularité du contrat de vente, du contrat cadre, pardon, c'est les problèmes relatifs à la détermination du prix dans le contrat cadre, et donc avec un certain nombre de problématiques un peu nouvelles depuis la réforme de 2016. Voilà. Alors ça, c'était pour le droit des contrats, qui est le premier point du programme. Deuxième point du programme, c'est le droit pénal.
Alors le droit pénal lui-même se décompose en 3 parties. Ces 3 parties du programme sont le droit pénal général, la procédure pénale, le droit pénal spécial. Et dans le droit pénal spécial sont au programme l'étude d'un certain nombre d'infractions dites de droit commun, c'est-à-dire des infractions qui peuvent être commises dans tous les contextes et par n'importe qui, et les infractions spéciales du droit des affaires, c'est-à-dire des infractions qui ne peuvent être commises que dans le cadre de la vie des affaires. Alors la probabilité pour que le droit pénal tombe est aujourd'hui de 7, 7,5 sur 10, donc là aussi c'est une assez grosse probabilité. Ceci étant dit, cette probabilité est un peu en chute. Pourquoi Eh bien tout simplement parce que cette année, il n'y a pas eu de droit pénal du tout, et que sur l'année précédente ou les 2 années précédentes, je pense qu'en cumulé, on a eu 3 points, peut-être 4 points sur le droit pénal, et alors que d'habitude, on avait probablement 3-4 points par an ou 4-5 points par an sur le droit pénal aussi, donc c'était quand même quelque chose de très important. Et donc là encore, peut-être un tout petit peu à voir. Il y a peut-être aussi un espèce de petit reflux, comme on a un reflux sur le droit des contrats, il y a peut-être aussi un petit reflux sur le droit pénal. À voir si ce reflux se confirme. En ce qui me concerne, je pense quand même que le droit pénal, ça reste quelque chose d'important pour vous, y compris dans la pratique. Alors, en ce qui concerne les points importants, est-ce que il y a besoin de bien voir toutes les infractions qui sont au programme? Est-ce qu'il est important de bien voir ce qu'est le droit pénal général? Le droit pénal général, en fait, il faut le savoir, alors c'est quoi le droit pénal général? C'est le fait qu'on vous dise ce qu'est une infraction, comment elle est éventuellement, quelles sont les différentes peines, quelles sont ça. Mais la définition de l'infraction, plus exactement. Il est très difficile de vous poser une question comme ça, au cours d'un cas pratique, sur du droit pénal général. Mais, et c'est ça qu'il faut bien comprendre, même si on ne vous interrogera probablement pas de manière directe sur le droit pénal général, vous aurez quand même, très certainement, à vous servir des connaissances que vous avez acquises en droit pénal général, à les utiliser de manière indirecte lorsque vous allez répondre à une question qui va porter sur le droit pénal spécial. Je vais un tout petit peu développer. Lorsque vous allez devoir passer au droit pénal spécial, il va falloir que vous disiez, tiens, une infraction a été commise, ou est-ce qu'une infraction a été commise? Oui, non. Mais pour répondre à cette question sur la commission d'une infraction, qu'est-ce que vous allez devoir faire? Il va falloir que vous vous rappeliez de connaissances que vous avez acquises en droit pénal général, connaissances qui vous disent que l'infraction est constituée dès lors que 3 éléments sont réunis, un élément légal, un élément matériel, un élément moral, et donc il va falloir que vous appliquiez pour chacune des infractions qui est au programme, que vous connaissiez bien les définitions de chacune des infractions, que vous connaissiez bien les éléments constitutifs de chacune des infractions, c'est-à-dire, et qu'ensuite vous puissiez les appliquer du droit pénal général en droit pénal spécial. En ce qui concerne la procédure pénale, alors la procédure pénale, est-ce que c'est important? Il y a 2 points qui sont vraiment importants en procédure pénale, et encore certains auteurs les mettent dans le droit pénal général, d'autres disent que c'est de la procédure. Bon, on est un petit peu entre les deux, mais il me semble qu'il y a 2 points qui sont très importants, les délais de prescription en matière pénale, et la distinction entre l'action civile et l'action publique. Ça, c'est des choses qu'il faut maîtriser, qui sont peut-être un petit peu plus complexes et sur lesquelles il faut quand même avoir un peu d'attention, parce que peut-être que dans la procédure pénale, la distinction entre l'action publique et l'action civile, c'est à peu près le truc qui tombe de manière assez récurrente, et je pense que des questions sur la prescription, avec une petite réforme du droit de la prescription en matière pénale qui est intervenue en 2019, il me semble que bientôt on va pouvoir vous interroger dessus. D'accord? Donc c'est ces 2 points-là sur lesquels j'insisterai en ce qui me concerne essentiellement en matière de procédure pénale. 3e point au programme, le droit de la concurrence. Alors le droit de la concurrence, lui, il porte essentiellement sur 3 aspects: les pratiques anticoncurrentielles, les pratiques constitutives de concurrence déloyale et les pratiques restrictives de concurrence. La probabilité que le droit de la concurrence tombe à l'examen est aujourd'hui, je pense, de 2,5 sur 10, donc une probabilité assez faible.
Ceci étant, qu'est-ce qu'on a remarqué? On a remarqué quand même que cette année, hein, il y avait un assez gros dossier en droit de la concurrence. Et on a aussi remarqué qu'apparemment, il y avait une petite tendance quand même à réintroduire un petit peu de droit de la concurrence dans les examens du DSCG. Et donc, contrairement à ce qu'on a vu en droit pénal, où on avait un reflux, et en droit des contrats, on avait un reflux, on a l'impression peut-être ici d'avoir un petit afflux, au contraire, de droit de la concurrence. Donc, autant on pouvait peut-être le négliger ou passer assez vite, autant aujourd'hui c'est plus compliqué, d'autant plus que ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'à cette année, quasiment, ou l'année dernière ou il y a 2 ans, je ne me souviens plus, quasiment n'était posé que des questions sur la concurrence déloyale. Et il se trouve que depuis 2 sessions, ou 3 sessions, enfin depuis 2 fois sur les 3 dernières sessions, on vous a aussi interrogé sur les pratiques anticoncurrentielles. Et donc je crois qu'il faut bien cerner ces 2 aspects du droit de la concurrence, parce que les pratiques restrictives, c'est un petit peu moins tombé, voire c'est jamais tombé. Mais sur cette concurrence, il faut bien savoir sur ces 2 points, sur la concurrence déloyale, il y a à retenir un truc. Quelles sont les différentes pratiques constitutives de concurrence déloyale, confusion, dénigrement, désorganisation de l'entreprise concurrente. Et puis l'autre point, parce qu'on vous interroge ou on vous a systématiquement interrogé dessus, c'était de savoir quelle était la sanction pour qu'encourait l'entreprise qui se livrait à des pratiques de concurrence déloyale. Et là, en fait, la question est très simplement est très simple à résoudre. C'est tout simplement de la responsabilité civile délictuelle. Il n'y a pas à aller chercher beaucoup plus loin, c'est de la responsabilité civile délictuelle. Voilà. OK? Alors maintenant, on vous interrogeait déjà, et il y avait quand même, c'était assez important, il y avait au moins 2 ou 3 points là-dessus cette année, sur les pratiques anticoncurrentielles. Alors les pratiques anticoncurrentielles, je vous les rappelle, hein, c'est entente, abus de position dominante et concentration économique. Et là, il se trouve qu'on a eu un dossier pareil en droit de la concurrence dans lequel il y avait des pratiques anticoncurrentielles et puis un truc où on vous demandait quand même des trucs assez précis sur les pratiques anticoncurrentielles. Donc il faut quand même bien comprendre l'esprit de ces différentes pratiques et connaître leur régime juridique de base. C'est pas la peine non plus d'approfondir énormément, mais il faut bien savoir quelles sont les différentes pratiques anticoncurrentielles, ce qui les distingue, notamment dans leur esprit, et ce qui les techniquement dans le régime, ce qui les distingue. D'accord ? Alors, 4e point du programme, quelque chose qui porte sur l'entreprise et l'administration fiscale, est ici au programme un certain nombre de demandes qui sont faites à l'administration avec agrément fiscal et rescrit fiscal, et des points sur la procédure fiscale avec déroulement de la procédure, le contentieux et donc les différentes voies de recours, et quelques aspects de la procédure fiscale en matière de droit communautaire. Alors la probabilité que ça tombe est ici relativement faible. Sur l'agrément et le rescrit fiscal, oui, ça tombe, c'est tombé plusieurs fois, mais c'est toujours de manière connexe. C'est-à-dire à l'occasion de tel truc, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait vous faire? Et donc on vous pose une question peut-être sur un point là-dessus, tous les 3-4 ans, sur une demande de rescrit fiscal ou surtout sur un agrément fiscal. Pardon, essentiellement sur un rescrit fiscal. Voilà. Ensuite, la procédure fiscale, je crois, est tombée 2 fois, donc c'est pas énorme, mais bon, j'ai envie de dire, je pense que ça peut tomber un petit peu plus souvent que les demandes de rescrit et d'agrément, en tout cas de manière plus développée, plus détaillée, donc peut-être à pas complètement négliger ici non plus. D'accord ? Tous les points ici sont importants, sauf peut-être le contentieux des agréments, parce que le contentieux des agréments fiscaux, je vais dire très clairement, si vous n'avez pas des super bonnes notions de contentieux administratif, il n'y a pas une seule chance que vous compreniez exactement de quoi il s'agit. Donc je pense que ça tombera jamais. De la même manière que les aspects de droit communautaire, de la procédure de vérification ou des procédures fiscales, je ne suis pas certain que ça ait une importance vitale dans le cadre du temps que vous allez consacrer à l'apprentissage et aux révisions
du DSCG UE1. OK. Alors, ensuite, on a un truc sur droit de l'informatique et de l'environnement. Ouais, OK. Alors, sur le droit de l'informatique, on a les noms de domaine et de l'Internet. Et l'Internet, bon. OK. On a les contrats électroniques, on a déjà vu le contrat de vente tout à l'heure, ou les contrats électroniques qu'on peut mettre, c'est pour ça, hein, ils apparaissent ici, mais je les ai déjà évoqués là-bas. Et puis on a le droit de l'environnement, avec une prise en compte de la dimension environnementale par les entreprises. Alors évidemment, c'est super important en pratique. Alors ce qui est très très compliqué dans le droit de l'environnement, c'est de vous poser une question là-dessus. Alors maintenant, comme il y a des trucs un petit peu plus contraignants, avec le rapport de performance extra-financière, quelles sont les entreprises qui sont tenues d'établir ce rapport, il peut y avoir, le droit de l'environnement pourrait commencer à rentrer un petit peu, mais jusqu'à l'année dernière ou jusqu'à il y a 2 ans, c'était un peu compliqué parce que tout ça était un peu nébuleux, c'était des recommandations, c'était des choses qui étaient un peu du marketing, voilà. Là, on commence à rentrer dans des véritables obligations juridiques et donc c'est peut-être un tout petit peu différent. Ceci étant, si la probabilité que ça tombe sur le droit de l'informatique et ou le droit de l'environnement est faible, hein, j'ai mis 2,5 sur 10, il ne faut surtout pas perdre de vue qu'au cours de la session 2022, comme je l'ai déjà annoncé plusieurs fois, 6 points ont été attribués sur le contrat électronique et notamment sur les notions de commerce électronique et sur les notions de vente à distance. Et je le dis très très clairement, je suis pas tout à fait certain que la vente à distance soit véritablement quelque chose qui rentre dans le programme. Mais bon, je veux dire, on a décidé de vous donner ça, je veux dire, il faut faire avec. D'accord? Voilà. OK? Alors, quels sont les points importants? En matière informatique, le contrat et la valeur de l'écrit électronique. Et en environnement, bien sûr, c'est les obligations de communication en matière environnementale, hein, tout ce qui est la réglementation des entreprises qui sont dites classées Céveso, et les obligations justement de ces rapports, notamment de ce rapport sur la performance extra-financière, et bien connaître les seuils, quelles sont les entreprises qui sont tenues d'élaborer ces rapports, quelles sont celles pour lesquelles c'est pas indispensable. OK? Alors, est-ce qu'il y a des pièges ici? Ce que j'ai dit, hein, sur le contrat informatique, c'est un peu le même piège que sur n'importe quel contrat spécial. C'est-à-dire ne jamais perdre de vue ce que vous avez un peu trop tendance à faire dès qu'on parle des contrats spéciaux, c'est-à-dire que vous perdez de vue que le contrat spécial, avant d'être un spécial, il est d'abord un contrat. D'accord? Et donc, ne pas perdre de vue que le contrat, que la vente à distance, que le contrat de commerce électronique, c'est avant tout une vente et que du coup, toutes les règles relatives applicables à la vente s'appliquent et que ensuite s'applique un certain nombre ou un corpus de règles spécifiques à la vente de manière électronique, mais le contrat de vente ou les règles, un certain nombre de règles applicables à la vente s'appliquent également. Et bien sûr, en ce qui concerne l'environnement, faire attention aux effets de seuil, c'est-à-dire quels sont bien connaître les seuils à partir desquels les entreprises sont tenues d'élaborer des rapports et quelles sont les entreprises qui sont tenues de procéder à des informations sur la dimension environnementale. OK ? 5e point du programme, ou 6e, je ne sais plus, le développement de l'entreprise. Alors, développement de l'entreprise, là on est, sur le programme, on est en gros sur droit et fiscalité de la constitution de l'entreprise, des questions sur la gouvernance de l'entreprise, et enfin des questions sur l'imposition des affaires internationales. Alors, quelle est la probabilité que quelque chose tombe là-dessus? Sur la constitution de l'entreprise, c'est faible, c'est très faible. C'est tombé un petit peu au début, en 2008, 2011, 2012, des questions non pas sur la constitution, mais sur la transformation de l'entreprise. Apparemment, c'est un peu passé de mode. Ça fait un moment qu'on vous pose plus de questions sur la transformation. Des questions sur la gouvernance, ou ce qu'on appelle le gouvernement d'entreprise, c'est-à-dire en réalité comment on essaye de rééquilibrer les pouvoirs ou l'exercice des pouvoirs au sein de l'entreprise, notamment au sein des grosses sociétés. Bon, ça tombe un petit peu plus. Et puis ensuite, les aspects de fiscalité internationale avec territorialité de l'IS et territorialité de la TVA. Et là, j'ai mis 3,5 sur 10, mais là encore, peut-être à tempérer ce 3,5 sur 10, parce que comme pour le droit de la concurrence, on assiste vraiment là pour le coup à un afflux
de fiscalité internationale, et sauf erreur de ma part, au moins sur les 2 fois, au cours des 3 dernières sessions, peut-être 3, j'ai plus exactement le truc, mais au moins 2 fois, on vous a posé des questions sur la territorialité de la TVA. Et petite nouveauté cette année, il y a eu une question sur la territorialité de... pardon, c'était l'année dernière, petite nouveauté, il y en a une question sur la... C'était cette année. Non, c'est l'année dernière. Une question sur la territorialité de l'IS. Donc la territorialité de l'IS et la territorialité de la TVA reviennent un petit peu, ou arrivent un petit peu, à voir si c'est une tendance qui se confirme ou pas, mais en tout cas, clairement, là où on n'en a pas eu pendant des années, là, clairement, ça commence peut-être à poindre le bout de son nez. OK ? Alors, en ce qui concerne les points importants sur la Constitution, j'ai envie de dire, à ce stade, si vous ne savez pas ou si vous n'êtes pas encore suffisamment bon sur les modalités de constitution d'une société, quelles sont les conditions, sur le fait que, par exemple, dans une ESA, on n'a pas le droit de faire d'apport en industrie, sur le fait que, par exemple, dans une ESA, le capital social minimum est de 37 000 €, que dans une SNC, on doit avoir 2 associés au minimum, que dans une SARL, on peut avoir un associé unique. Si vous n'avez pas tout ce genre de trucs, évidemment, c'est un peu compliqué, mais voilà, sachez-le, tout ça, c'est un petit peu de la révision du programme du DCG UE2. Alors, en ce qui concerne le fiscal international, comme je vous disais, c'est pas tombé jusqu'en 2020. Ça semble revenir à la mode, avec un peu de territorialité de TVA. Alors, ce qu'il faut bien comprendre sur la territorialité de la TVA, c'est bien distinguer les hypothèses. Est-ce qu'on est en présence d'une livraison de biens meubles corporels ou est-ce qu'on est en présence d'une prestation de service? Bien distinguer les 2 points. Et dans les différentes livraisons de biens meubles corporels, est-ce qu'on est en présence d'une importation, d'une exportation, d'une livraison intracommunautaire ou d'une acquisition intracommunautaire? Et bien entendu, sur les prestations de services, est-ce que je suis sur une prestation qui donne lieu à l'application du régime de droit commun ou est-ce que je suis sur une hypothèse qui donne lieu à l'application d'un régime dérogatoire? Ça, évidemment, c'est la base à connaître. En ce qui concerne, bien entendu, la territorialité de l'IS, connaître bien les principes, c'est-à-dire faire attention au fait qu'il n'y a pas de problème de territorialité de l'IS en cas d'implantation à l'étranger par le biais d'une filiale, et donc bien faire attention à ce qu'on est bien en présence d'une implantation par le biais d'une succursale et non pas d'une filiale. Et puis évidemment, bien être conscient qu'une grosse partie des règles qui s'appliquent ne s'appliquent que en cas, qui ne s'appliquent que s'il n'y a pas de convention fiscale. Et inutile de dire qu'on ne vous demande pas de connaître l'ensemble des conventions fiscales bilatérales signées par la France, puisqu'il y en a, je crois, 178. Mais juste comme ça, c'est arrivé au moins une fois qu'on vous donnait un extrait de la convention fiscale pour dire en substance où sera imposé le bénéfice de cette succursale. D'accord? Ok? En ce qui concerne maintenant la gouvernance de l'entreprise, peut-être avoir une petite idée sur qui fait quoi et qui nomme qui. Ça, c'est quand même le b.a.-ba de la gouvernance d'entreprise. Et puis, bien peut-être maîtriser, il me semble que là, pour le coup, c'est important. Et puis, les conventions entre les dirigeants et la société. Hein, j'imagine que vous avez déjà entendu parler des conventions interdites, libres ou réglementées. Ça, c'est important. Et puis, je crois que c'est important dans votre vraie vie. Et puis, enfin, c'est même pas que je crois, j'en suis sûr, c'est important dans votre vraie vie professionnelle. Et puis, il faut quand même le dire, il y a peut-être un petit regain d'intérêt aussi pour ces questions qui sont quand même importantes. Et on a eu quelques questions là-dessus cette année. Donc, peut-être ne pas négliger ça. Et puis, bien sûr, toujours au titre de la gouvernance de l'entreprise, faire attention à l'information des associés. Je vous rappelle que les associés ont droit à une information permanente, qu'ils ont un droit à certaines informations dans le cadre d'une assemblée générale, qu'ils ont le droit de poser un certain nombre de questions en cours d'exercice et que, dans certains cas, ils ont la possibilité de demander des expertises de gestion. Et donc, bien savoir quand on peut demander une expertise de gestion, bien savoir quand est-ce qu'on peut exercer son droit ou comment on peut exercer son droit à l'information permanente. Tout ça, ça fait partie des choses qui, à mon avis, sont très importantes pour vous en pratique et qui peuvent éventuellement, ou qu'il est quand même bon de savoir le jour de l'examen. Ok ? On a ensuite une partie sur le financement de l'entreprise. Financement de l'entreprise, le programme porte ici sur différentes modalités de financement. Des opérations, financement par opération sur capital social, augmentation et réduction du capital. Ça, c'est déjà tombé plusieurs fois.
Ça fait un moment que ça tombe plus, donc je crois qu'il n'est pas exclu que ça se mette à retomber. Des questions sur les comptes courants d'associés. Là encore, je crois que la dernière fois que c'est tombé, c'était en 2016. Alors pourquoi pas? Pourquoi est-ce que ça reviendrait pas? Les emprunts obligataires et le recours au marché financier. Ça, pour le coup, c'est jamais tombé, mais j'ai quand même mis 1 sur 10, même si c'est jamais tombé, parce que je trouve, à titre personnel, que les emprunts obligataires, c'est un sujet qui se prête tellement bien à vous donner un sujet que je ne serais pas étonné qu'un jour ça tombe. Voilà. En ce qui concerne évidemment, et le dernier point, alors les rôles d'introduction en bourse et les marchés financiers, bon, je pense que c'est un truc qui tombera pas ou qui tombera pas beaucoup. Et ensuite, les contrats, un certain nombre de contrats de financement et les garanties du crédit. Peut-être que là, il faudrait qu'on passe la proba à 1,5 sur 10 parce que jusque-là, c'est pas tombé. C'est tombé une fois de l'année dernière, mais encore, c'était vraiment sur les deux questions. C'était quelle est la différence entre une sûreté réelle et une sûreté personnelle. Enfin, je veux dire, c'est vraiment le b.a.-ba du droit des garanties du crédit. Et ensuite, en gros, qu'est-ce qu'une hypothèque, quoi. Donc, c'est-à-dire une sûreté réelle. Bon, on reste sur des choses qui sont quand même relativement simples, et je vais le dire très très clairement. Je crois que le droit des sûretés est un des droits les plus compliqués qui existent, et pour cette raison, je pense que même si on peut vous poser des questions dessus, je pense que ça restera toujours des questions basiques, parce que on peut difficilement venir vous chercher et attendre de vous que vous maîtrisiez et que vous arriviez à comprendre toutes les subtilités du droit du crédit et des garanties du crédit. Et donc, j'ai envie de dire, oui, c'est important, oui, ça peut tomber, même si c'est assez peu probable, mais n'y passez pas un temps dingue sur vos révisions, parce que je pense que ça ne sera pas utile. On a, alors, juste comme ça, pardon, les points importants, opération sur le capital, on a, alors oui, là sur le capital, très important, bien maîtriser les points suivants, qu'est-ce que le droit préférentiel de souscription, comment est-ce qu'il est exercé et comment est-ce qu'on peut éventuellement le supprimer. Et puis, un autre point qui me semble très important, c'est effectivement de maîtriser ce qu'est une prime d'émission, et de savoir à quoi elle sert et comment elle est, où elle se réalise. En ce qui concerne les comptes courants ou les avances en compte courant réalisées par les associés de société, je pense que ça serait pas mal, ou il serait de bon ton que vous ayez un certain nombre de points, ou que vous connaissiez la déductibilité des intérêts, hein, c'est-à-dire un point qui est plus du fiscal que véritablement du juridique, et dans quel cas l'associé qui a consenti l'avance en compte courant peut demander la restitution des fonds qu'il a avancés à la société. Là aussi, ça fait partie des classiques qui peuvent tomber sur les avances en compte courant d'associés. OK ? Alors, quelques petites pièges ou quelques petits pièges, par exemple, sur le financement. Par exemple, hein, on va le dire comme ça, par exemple, sur les opérations sur capital. Par exemple, je vous rappelle que, notamment, une augmentation du capital social ne peut se réaliser que si et seulement si le capital social de la société a été intégralement libéré. Pas d'augmentation du capital tant que le capital n'a pas été intégralement libéré. Ça, c'est le genre de piège qu'on peut vous mettre dans un sujet en disant la société machin, son capital social n'a pas été intégralement libéré. Elle veut procéder à une augmentation de son capital, est-ce qu'elle peut le faire? Et là, évidemment, si vous êtes passé à côté ou si vous n'avez pas bien assimilé le fait que la société ne peut procéder à une opération ou à une augmentation de son capital qu'à partir du moment où son capital social a été intégralement libéré, c'est vrai que vous pouvez éventuellement tomber ou sauter à pieds joints sur le piège qui vous est tendu. En ce qui concerne les comptes courants, c'est-à-dire les deux trucs qui sont tombés jusqu'à maintenant, hein, c'est-à-dire les opérations sur capital et les comptes courants, bien entendu, le truc, c'est la rémunération du compte courant. Et ici, le piège, c'est un petit peu de penser ou de faire un lien entre rémunération maximale et déductibilité des intérêts qui sont versés à l'associé.
Alors, quand je dis qu'il y a un piège là-dessus, à quoi est-ce que je me réfère? C'est qu'en fait, on a tendance à dire que, ou on a tendance, vous avez très souvent tendance à considérer que parce que on ne peut déduire que, je vais dire n'importe quoi, qu'un intérêt de l'ordre de 1,5%, vous avez l'impression qu'il n'est pas possible de servir à l'associé un intérêt supérieur. Alors qu'en réalité, c'est totalement faux. Oui, bien sûr, si on a envie de donner 8% ou 9% d'intérêt à l'associé qui a fait l'avance, on peut lui donner 8% ou 9%, mais même si on lui verse 800 € au titre des intérêts sur son avance en compte courant, on ne pourra peut-être en déduire que 150, mais le fait qu'on ne puisse déduire que 150 n'a aucune incidence sur le fait qu'on puisse verser en réalité 800 €. D'accord? Voilà. Ça, c'était un petit peu sur le financement de l'entreprise. Il y a ensuite une partie qui porte sur de l'entreprise au groupe. Alors ici, beaucoup de choses à voir avec droit du travail appliqué au groupe. Alors là, la probabilité que ça tombe, c'est 0,5. Enfin, j'ai mis 0,5 histoire de ne pas mettre 0, mais jusqu'à présent, sauf erreur de ma part, ça n'est jamais tombé. La probabilité que ça tombe est quand même, je pense, assez faible. La fiscalité du groupe de sociétés, alors là, pour le coup, là, ça tombe, ou c'est tombé quasi systématiquement, ou c'est tombé 5 fois ou 6 fois sur les 7 ou 8 dernières années. Donc oui, il y a quand même là un vrai pôle de l'entreprise, enfin sur la fiscalité des groupes. Alors pareil, depuis 2 ans, de mémoire, il n'y a plus de sujet là-dessus. Alors est-ce que c'est signe d'un véritable reflux, comme on a vu tout à l'heure, ou est-ce que c'est juste une accalmie temporaire? On verra bien. Mais en tout cas, sachez que pendant très longtemps, c'est quand même quelque chose qui était quand même très très important. En revanche, dans la fiscalité du groupe, c'est uniquement pour quand j'appelle fiscalité du groupe, c'est la détermination du périmètre. Le traitement fiscal des opérations intra-groupe, lui, pour le coup, la probabilité que ça tombe est très faible. Alors pourquoi est-ce que la probabilité que des choses sur le traitement fiscal des opérations intra-groupe est faible, et le fait que ça tombe et la probabilité est faible? Ben, pour une raison très simple, c'est qu'en réalité, c'est plus de la compta que du droit. Et en conséquence, là, vous pouvez faire copier-coller de ce que vous avez dans votre cours de conso pour pouvoir dire un tout petit peu ce que vous avez ou ce que vous pouvez ou pour apporter les éléments de réponse. Droit et fiscalité des participations, alors c'est tombé un petit peu l'année dernière. Mais c'est quand même la probabilité que ça tombe et que ça corresponde à beaucoup de points est quand même très faible. Et enfin, quelques contrats d'intérêt commun, notamment la location-gérance. Là encore, c'est tombé 2 années quasiment de suite, et puis depuis, plus rien. Je crois que la dernière fois que c'est tombé, c'était en 2014 ou 2016. Bref, c'est bon. Okay. Peut-être la location-gérance, je n'en sais rien. Ok, ça peut retomber, mais la probabilité est quand même assez faible. Alors, comme je l'ai dit, le truc qui tombe le plus souvent, c'est la fiscalité du groupe. Et donc là-dessus, c'est quoi les points importants? Eh bien, comme je l'ai dit, c'est essentiellement la détermination ou les conditions de détermination du périmètre d'intégration et non pas ce qui vient après, c'est-à-dire la neutralisation d'un certain nombre d'opérations intra-groupes. Et ici, il y a peut-être un certain nombre de pièges dans lesquels il ne faudrait pas tomber, notamment en ce qui concerne l'intégration fiscale et donc dans la détermination du périmètre d'intégration. Bien distinguer un certain nombre de conditions qui sont applicables pour déterminer si ou quelles sont les conditions dans lesquelles une société peut devenir société tête de groupe, société mère du groupe fiscalement intégré, et à surtout ne pas les confondre. Alors il y a certaines conditions, et là où ça devient technique, c'est qu'il y a certaines conditions qui sont communes aux sociétés mères, tête de groupe et aux sociétés fiscalement intégrées, mais il y a des conditions qui sont propres aux sociétés mères et d'autres qui sont propres aux sociétés filles, et vous avez quand même un peu tendance à les mélanger, et là, évidemment, c'est un truc qui ne pardonnerait pas. D'accord ? Et puis, il faudrait quand même bien voir, dans le cadre de la détermination de ce périmètre d'intégration, et ça c'est quasiment tout le temps arrivé, que dans le périmètre, il y a une société qui serait peut-être intégrable, mais qui n'est pas intégrée, ou une société qui n'est pas intégrable, alors pourtant qu'on a un peu l'impression qu'elle pourrait l'être. Et là, il faudrait bien faire attention
à bien voir ou à bien cerner les règles relatives à cette possibilité ou à cette interposition d'une société non intégrable ou non intégrée. Et puis pour l'instant, ce n'est pas encore arrivé, mais il n'est pas exclu. Je crois que je pense que il est même probable que ça tombe assez rapidement. L'hypothèse dans laquelle on a dans le groupe, on a des participations indirectes qui sont détenues par l'intermédiaire d'une société étrangère, et avec ce petit piège qui dit que la société étrangère ne peut en aucun cas faire partie du groupe fiscalement intégré, ce qui entraîne comme conséquence que les participations indirectes qui sont détenues par son intermédiaire ne peuvent pas ou ne sont pas prises en considération pour le taux de détention pour savoir si une société peut faire partie du groupe fiscalement intégré. Et là, on a un petit piège, c'est que lorsque la société est une société étrangère, bien sûr, elle ne sera pas intégrée, mais si elle est implantée sur le territoire d'un État membre de l'Union européenne, alors quelle va être la conséquence? C'est qu'on va être en présence d'une situation un peu anormale au regard du droit de l'intégration fiscale. C'est qu'on aura une société qui ne fera pas partie du groupe fiscalement intégré, mais pourtant, les participations qui sont détenues par son intermédiaire seront prises en compte pour savoir quel est le taux de détention de la société mère dans la société fille. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre et bien maîtriser. D'accord ? Alors ensuite, la restructuration, un certain nombre de points sur les restructurations de l'entreprise. Là-dessus, sur les opérations de restructuration, on a évidemment à peu près toute la panoplie des éventuelles opérations de restructuration, fusion, scission, apport partiel d'actifs, transmission universelle de patrimoine. Et ces points doivent être examinés aussi bien d'un point de vue juridique que fiscal que social. Ça tombe assez souvent, mais c'est vrai que ici, il y a véritablement, je crois, quelque chose qu'il faut que vous sachiez sur ce point. À peu près tout peut tomber en juridique et en fiscal. En social, il n'y a quasiment rien qui tombe, à part peut-être la reprise des contrats de travail et donc la succession d'employeurs. Mais bon, ça reste très résiduel en droit social. Mais surtout, ce qu'il faut savoir, c'est quoi? C'est que là, clairement, il est possible de tomber dans un travers que j'ai déjà évoqué tout à l'heure, qui est celui de l'encyclopédisme, c'est-à-dire de vouloir tout savoir sur comment va se dérouler une fusion ou une scission. Mais en réalité, évidemment, en pratique, c'est très important, et je ne peux pas le nier. Mais il faut quand même le dire, pour le DSCG, d'abord, c'est super important en pratique, mais en vrai, les règles juridiques contraignantes applicables sont finalement assez peu nombreuses. D'accord ? Beaucoup, c'est des choses qui se font en pratique, des choses que vous pouvez demander, mais après, c'est un accord entre les entreprises, quoi. Mais les trucs obligatoires de manière juridique sont quand même assez simples ou assez faibles. Et puis surtout, il faut le savoir, sans doute, la question ou l'un des grands aspects de ces restructurations d'entreprise, c'est évidemment l'aspect fiscal. Et en matière de fiscalité, alors en vrai c'est très compliqué, mais pour le DSCG, ce qui est quand même relativement facile, c'est que ce sont essentiellement des définitions. C'est-à-dire qu'on a un régime qui s'applique par principe, qui est ultra défavorable, on a un régime de faveur qui s'applique, qui est le régime dit des fusions, et en réalité, pour savoir si ce régime des fusions est applicable, il faut juste avoir les définitions, pour faire simple, de chacune des opérations de restructuration, apport partiel d'actifs, fusion, scission, transmission universelle de patrimoine. Mais à partir du moment où on a les définitions, c'est assez simple à appliquer. Et puis d'ailleurs, on remarque que dans les sujets de DSCG, on nous interroge beaucoup sur ces définitions et assez peu sur leur application. Alors après ces points sur de l'entreprise, sur les restructurations, pardon, on a une partie du programme sur la pérennité de l'entreprise avec 2 points ici ou 3 points ici, l'entreprise en difficulté, la transmission de l'entreprise et la disparition de l'entreprise. Et là, on a de nouveau 2 gros pôles qui tombent assez régulièrement, qui sont tombés jusqu'à l'année dernière. Il n'y en a pas eu cette année de mémoire.
mais qui porte sur l'entreprise en difficulté. Alors, il n'y en a pas eu cette année. Jusque-là, c'était souvent des dossiers sur 3, 4, 5 points qui tombaient quasiment tous les ans. Là, cette année, rien du tout. Donc, rien ne nous met à l'abri du fait que, là encore, soit c'est le signe d'un reflux, soit au contraire, c'est juste une accalmie. Je veux dire, on vous a fait 3 sujets de suite dans lesquels on avait 5 points sur les entreprises en difficulté. Bon, on se calme cette année et on reprend l'année prochaine. À voir. Et puis la transmission de l'entreprise, pareil, c'est quelque chose qui tombe très souvent. Alors, très souvent, quasi systématiquement, mais de manière très variable selon les années. Ça peut être juste un point ou deux, ou ça peut être tout un dossier sur 4 ou 5 points. Donc c'est un peu variable. En revanche, sur la disparition de l'entreprise, de mémoire, à ma connaissance, c'est jamais tombé. Donc j'ai mis probabilité de 1 sur 10. Ça peut toujours tomber, hein, mais a priori, la probabilité est assez faible. Alors évidemment là-dessus, sur les points importants, c'est évidemment les entreprises en difficulté. Et là, clairement, sur les entreprises en difficulté, il va falloir à peu près bien maîtriser l'ensemble du programme, c'est-à-dire procédure préventive et procédure d'alerte, et bien distinguer quelles sont les différentes procédures qui sont applicables, puisque c'est une des questions qu'on vous posera quasi systématiquement au regard de sa situation, laquelle des procédures de traitement des difficultés de l'entreprise peut être appliquée. Est-ce que c'est plutôt de la sauvegarde, du redressement, de la liquidation, de la conciliation? Très important, quels sont les organes de la procédure, et puis évidemment ensuite des points sur la situation des créanciers, la situation des salariés, la situation des dirigeants, et là pour le coup on peut vraiment vous interroger sur à peu près tout, et ça peut tomber sur à peu près tout, et donc là faire une impasse sur un point quelconque, c'est un peu compliqué pour moi de vous donner un conseil là-dessus. En ce qui concerne la transmission de l'entreprise, bien entendu, bien faire attention sur les aspects juridiques, et sachant que les aspects juridiques vont se concentrer sur la transmission de l'entreprise individuelle, parce que là, il va bien falloir assimiler qu'on a un certain nombre de règles juridiques qui vont garantir le vendeur, c'est-à-dire s'assurer ou faire en sorte que le vendeur touche le prix qui était convenu pour son entreprise individuelle qu'il a cédée, et bien sûr des garanties pour l'acheteur, puisque l'acheteur va acheter une entreprise individuelle, il va acheter un peu du rêve, et donc vérifier que son rêve ne tourne pas au cauchemar, et donc là pareil, un certain nombre de garanties. C'est évidemment un peu plus simple lorsqu'on achète des parts sociales, parce que là c'est essentiellement des règles relatives au contrat de vente qui vont s'appliquer. Et puis bien sûr, il y a un très gros morceau qui est la fiscalité de la transmission de l'entreprise, puisque à l'occasion de la fiscalité de la transmission de l'entreprise, il est possible que l'entreprise ou les parts sociales, hein, quand l'entreprise est une société commerciale, il est possible que les biens ou l'entreprise soient cédés pour plus cher que ceux pour lesquels elle a été, que les montants pour lesquels elle a été acquise. Et donc va se poser ce grand problème de la taxation des plus-values, et sachant que là, on a quand même, il va falloir vraiment faire porter un effort sur les différentes situations. Pourquoi? Parce qu'en fait, en essayant de schématiser, il y a 5 hypothèses différentes, 5 plus-values différentes, et bien entendu, chacune de ces plus-values donne lieu à un régime fiscal qui lui est propre. Et donc, bien sûr, si vous ne distinguez pas bien les situations, du coup, vous ne distinguerez pas bien le type de régime juridique qui s'applique, fiscal qui s'applique à cette plus-value, et donc vous risquez un petit peu de vous perdre. D'accord? Donc ça, c'est vraiment des choses sur lesquelles il faut vraiment que vous soyez très attentifs. Voilà, c'est ce que je viens de... sur cette slide, c'est effectivement ce que je viens de vous dire sur les pièges. Et enfin, dernier point sur les associations et autres groupements. Quel est le programme constitution, fonctionnement et fiscalité de l'association? C'est tombé. Et puis, depuis un moment, ça tombe plus. Alors, j'ai mis probabilité 3 sur 10. Ça peut revenir, et puis c'est important, les associations. Alors, ce qui est important, c'est un petit peu tout, mais à petite dose. Et puis, c'est vrai que quand il y a eu un truc sur le droit des associations, il y a beaucoup eu sur la fiscalité de l'association. C'est évidemment un point important, donc à ne pas négliger. Voilà, ça c'était un petit peu le tour d'horizon du programme du DSCG. Maintenant qu'on a fait ça, on peut passer à la deuxième partie. Alors si vous avez des questions, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de questions, c'est un peu curieux, qu'il n'y a pas beaucoup de commentaires. Mais si vous avez des questions, évidemment, vous pouvez les poser, et j'essaierai d'y répondre.
Alors, Siam nous dit, monsieur, je veux savoir, est-ce qu'il faut apprendre ou est-ce qu'il suffit de comprendre et quel module pèse le plus en matière de notes, s'il vous plaît? Je pense qu'on vient de faire un tour du programme. Siam, je peux pas vous répondre mieux que ça, quoi. D'accord? C'est à vous de voir, hein. Mais que les choses soient très claires, aujourd'hui, tout est susceptible de tomber. C'est vraiment peut-être l'enseignement qu'on a sur les 3 derniers sujets. C'était qu'auparavant, on avait, sur les sujets qu'on a eus de 2008 à 2020, j'ai envie de dire, sur les sujets qu'on a eus de 2008 à 2020, on avait vraiment des pôles très très importants. Aujourd'hui, en fait, les sujets qu'on a depuis 3 ans balayent un peu plus le programme, mais avec 2 points sur telle partie, 3 points sur telle partie, 2 points et demi là-dessus. Et ça ouvre un petit peu, un petit peu plus le champ. C'est un peu plus compliqué aujourd'hui de répondre à votre question, Siam. Alors, une fois de plus, peut-être que c'est juste 3 sujets qui étaient un petit peu particuliers et qu'on va revenir sur les sujets précédents ou sur le type de sujet précédent. Mais aujourd'hui, j'ai envie de dire, ça peut tomber sur un peu tout, mais ça peut tomber sur un petit peu tout, mais je crois qu'il y a quand même une constante, c'est que les choses soient très claires, pour répondre à votre question, Siam, je le dis très très clairement, il n'est pas question de seulement apprendre. L'objectif, pour moi, en DSCG, j'attire quand même votre attention sur le fait que c'est un diplôme de niveau bac plus 5, et que donc, clairement, à mon sens, vous ne pouvez pas vous contenter de juste apprendre. Il faut vraiment que vous arriviez à comprendre l'esprit de ce que vous avez appris. Et je crois que c'est beaucoup plus important. Et d'ailleurs, je crois que c'est assez flagrant parce que le programme du DSCG UE1 reprend en grande partie des points du programme du DCG UE1, UE2, UE3, UE4. Mais si vous regardez le volume d'ouvrages qui portent sur l'UE1 plus l'UE2 plus l'UE3 plus l'UE4, vous mettez ensemble à peu près 2000 à 2400 pages. D'accord? Amine, je vais vous répondre. J'ai vu la question, je finis de répondre et puis après je vous réponds, d'accord? Et là, du coup, on a ça. Et en conséquence, et quand on regarde un bouquin de préparation à l'UE1, il fait 700 pages. Donc en réalité, je pense qu'on a ici clairement quelque chose dont il faut que vous preniez conscience. C'est véritablement que on veut, on attend de vous que vous montriez que vous avez compris et non pas seulement que vous avez appris. Alors, la question d'Amine est: bonjour, pensez-vous qu'en Master CCA, nous sommes aussi bien préparés sur tous ces points? Eh bien, Amine, c'est très très compliqué de répondre à cette question. Pourquoi est-ce que c'est très compliqué de répondre à cette question? Parce que la particularité des Master CCA, c'est qu'ils sont, et je parle en connaissance de cause puisque j'interviens en Master CCA à l'IAE de Créteil, en Master CCA à la Fac de Sceaux. Les Master CCA, en fait, s'organisent comme ils veulent, c'est-à-dire que chaque université répond, enfin, chaque université prépare, ou chaque établissement prépare comme il le souhaite au Master CCA. Et donc, je vais le dire très clairement, je suis intervenu en Master CCA dans certains établissements où, quand j'ai repris l'enseignement en Master CCA, il y avait en fiscalité des trucs où il passait, je ne sais pas, 10 heures sur l'impôt sur la fortune immobilière, qui n'est absolument pas au programme. D'accord? Et donc, c'est le Master CCA, les écoles le font, ou les instituts qui y préparent, le préparent un petit peu comme elles le veulent, puisqu'elles ont leur propre diplôme. Et donc, ça dépend véritablement des établissements. Mais pour tout vous dire, dans les 3 établissements pour lesquels je prépare en Master CCA, c'est-à-dire l'IAE de Créteil, la Fac de Sceaux et maintenant l'école qui s'appelle PSB, Paris School of Business, clairement, la consigne, ça a été de dire le programme
doit être celui du DSCG. Et donc, a priori, normalement, vous devriez être aussi bien préparé au DSCG si vous passez le Master CCA. Après, pareil, le Master CCA, il y a certains points du programme qui, sauf erreur de ma part, sont pas assez ou rapidement traités, quoi. D'accord? Donc c'est vraiment, ça dépend beaucoup de l'école et de comment l'école envisage le truc et de comment elle le suit. Alors, Andrea nous pose la question, pour des personnes qui ont fait des masters en audit, contrôle, finance, est-ce qu'il est nécessaire de revoir les 4 UE du droit du DCG avant de commencer le programme de l'UE1 ou pas? Andrea, je suis un peu embêté pour répondre à cette question, mais clairement la réponse est oui. Euh, euh, le programme officiel le dit très clairement, les notions vues en DSCG sont réputées acquises. Et il n'est pas rare, c'est même très fréquent, que dans une épreuve du DSCG, vous ayez 2, voire 3 points qui sont posés ou qui sont accordés ou attribués sur des questions qui sont clairement des questions du programme de DCG. Et que les choses soient très claires, le DCG, UE1, 2, 3 et 4, c'est quand même un petit peu quand même la base pour bien comprendre l'UE1, quoi, du DSCG. Donc oui, je crois que même si je ne peux pas vous dire prenez un gros bouquin de 500 pages ou 550 pages sur l'UE1 et un autre de 600 pages sur l'UE2 et tout ça, prenez peut-être un petit bouquin qui vous fait un peu la synthèse. Je crois qu'il y a un bouquin où vous avez plusieurs UE qui sont dedans, mais ne négligez pas, surtout pas. Ce qui me pose un peu problème, c'est que j'ai vu là récemment un de mes étudiants qui avait un bouquin, les différentes UE du DCG, et du coup il y avait UE2, UE4 et machin. Et il n'y avait pas l'UE1, mais l'UE1 c'est quand même les fondamentaux du droit, et du coup je ne peux que vous inciter, Amine, à bien quand même maîtriser ces fondamentaux du droit qui, comme leur nom l'indique, sont des fondamentaux. Et donc si vous voulez un tout petit peu comprendre de quoi il s'agit dans certains cas, je pense que vous ne pouvez pas faire l'économie de maîtriser le programme des fondamentaux du droit. Et même si vous pouvez peut-être être un petit peu plus juste sur les connaissances en matière du E2, du E3, du E4, mais je ne peux que vous inciter à bien maîtriser un certain nombre de fondamentaux du droit. Alors Patricia pose la question, pour un professionnel qui s'y met dès maintenant en anticipant sur la période fiscale, il faut combien de mois à peu près pour être bien préparé à l'UE1 si le professionnel revise 1 heure, voire 2 heures par jour dès maintenant? C'est compliqué là encore de répondre à votre question, Patricia. Pourquoi c'est compliqué? Parce qu'en fait, ça dépend d'un truc qui est quand même qui n'apparaît pas dans votre question. Ça dépend beaucoup de est-ce que vous avez passé le DCG récemment. Parce que si vous avez passé le DCG récemment, en termes de connaissances, l'effort que vous allez devoir fournir est quand même assez faible. Parce qu'un grand nombre de points qui sont au programme, je pense vous l'avez vu, apparaissent au programme de l'UE4, droit fiscal, de l'UE2, droit des sociétés, ou de l'UE1, fondamentaux du droit. Et donc si vous avez passé le DCG récemment, vous avez déjà la connaissance. Ceci étant dit, le fait que vous ayez passé le DCG et que vous ayez eu la connaissance depuis pas très longtemps, c'est quand même un piège. Pourquoi? Parce que je vous rappelle que le DCG, c'est un diplôme de niveau Bac plus 3, que le DSCG, c'est un diplôme de niveau Bac plus 5, et qu'en conséquence, les attendus, en termes de réflexion, en termes de rigueur, en termes de raisonnement, ne sont pas tout à fait les mêmes. Et donc, le piège, si vous venez juste de passer le DCG, c'est quand même aussi de vouloir reproduire les formules qui vous ont permis d'obtenir le DCG, en pensant qu'elles vont vous permettre d'obtenir sans coup férir le DSCG. Alors, je pense que d'appliquer les mêmes formules vous assurera au moins une chose, c'est de sauver les meubles. Je le dis très clairement, en ce qui me concerne, quand j'entame des préparations et quand je fais des préparations pour l'UE1, mon objectif, c'est que les étudiants partent en se disant « je peux avoir 15 à cette épreuve ». Voilà.
Je trouve que le fait de se dire, je connais, hein, je sais très bien ce que disent les étudiants, moi mon objectif sur l'UE1 il est double. Alors c'est très bien d'avoir un double objectif, c'est très ambitieux d'avoir pas un objectif mais deux, mais après encore faut-il voir les objectifs que vous fixez. Le premier objectif c'est de pas avoir de note éliminatoire, donc de dépasser le 6, waouh, super ambitieux, et le deuxième objectif c'est de perdre le moins de points possible. Non, c'est pas satisfaisant. Cette épreuve, je le dis très clairement, si vous vous y préparez sérieusement, il n'est pas exclu que vous puissiez obtenir un 14. Et un 14, c'est 6 points d'avance. D'accord, ça vous permet une petite cartouche dans une autre épreuve, même si c'est sans doute l'une des plus difficiles avec l'UE4. Donc j'ai envie de dire, même sur cette épreuve difficile, si vous vous préparez et que vous vous préparez sérieusement, il n'y a pas de raison que vous obteniez pas 10, 12, 13, 14. Voilà. Et moi, j'espère que les étudiants que je forme partent avec l'intention d'avoir 15, parce que si vous avez 15, vous pouvez vous contenter d'un 12, mais si vous espérez avoir 10, vous vous contentez d'un 7,5 ou d'un 8, et c'est pas satisfaisant pour moi. D'accord? En tout cas, pas à ce stade d'une préparation. D'accord, Patricia? Alors, pour finir cette séance aujourd'hui, sauf s'il y a d'autres questions, je les verrai au fur et à mesure, mais peut-être un tout petit peu parler de l'épreuve et de son esprit. C'est quoi l'esprit de l'épreuve? Alors du coup, on l'a déjà un petit peu vu, mais je le dis très clairement, le DSCG, c'est une épreuve de niveau Bac+5. Et que les choses soient très claires, Bac+5, pour faire très simple, il n'y a pas plus haut comme diplôme dans la nomenclature des diplômes de l'éducation, en tout cas des diplômes français. Ce que vous avez au-delà de Bac+5, la plupart du temps, ce ne sont pas des diplômes, ce sont des titres. D'accord? En ce qui me concerne, je vous l'ai dit au début de la séance, je suis docteur en droit. Le fait d'être docteur, c'est pas vraiment un diplôme, c'est en réalité un titre. D'accord? Et en conséquence, que les choses soient très claires, il faut que vous en soyez conscient. Je sais que ça fait toujours rire tous mes étudiants quand je le dis, mais il faut que vous en soyez conscient. Quand vous briguez un diplôme Bac+5, il faut que vous soyez conscient que vous allez rentrer dans l'élite intellectuelle de la nation française. Et je le dis vraiment sérieusement. D'accord? Et donc, pourquoi est-ce que je vous le dis? Parce que, du coup, vous allez rentrer dans l'élite intellectuelle et il faut s'en montrer digne. S'en montrer digne, ça veut dire ne pas se contenter de simples connaissances qu'on a ingurgitées, mais surtout de montrer qu'on est capable de les appliquer, qu'on est capable de raisonner sur ces connaissances. Et là, clairement, je crois que les aspects méthodologiques dans cette épreuve de DSCG UE1, je crois que le travail ou l'approche méthodologique doit vraiment être maîtrisée pour pouvoir montrer qu'on est digne de l'obtention d'un diplôme Bac+5. D'accord? Et ça, clairement, il y a un certain nombre de choses méthodologiques qu'il faut savoir. Le deuxième truc qu'il faut savoir, c'est quoi? C'est que l'épreuve, c'est une épreuve qui va durer 4 heures. Alors 4 heures, quand on vous le dit, ça peut paraître quelque chose de long. C'est pas neutre, hein, 4 heures, mais ceci étant, il faut le savoir. Comment va se présenter l'épreuve? Elle va se présenter sous forme de différents dossiers. 4 à 5, le plus souvent, en tout cas de plus en plus, 4 dossiers. Et vous allez avoir 4 à 5 ou 5 à 6 questions par dossier. Donc au final, vous allez avoir entre 20 et 24 questions, mais vous avez 4 heures pour les traiter, donc 240 minutes, c'est-à-dire que si on fait un calcul simple, vous avez entre 10 et 12 minutes en moyenne pour répondre à chaque question. Mais je vous rappelle qu'on est dans une épreuve juridique, et dans cette épreuve juridique, vous allez devoir montrer que vous maîtrisez, qu'au-delà de la connaissance, vous avez de la compétence. Et
Du coup, il va falloir que vous appliquiez la méthode que vous connaissez très certainement, analyse des faits, question de droit, rappel des règles de droit applicables, application aux faits et éventuellement conclusion. Et évidemment, ce que vous appelez le syllogisme, même si ici c'est un bien grand mot ce syllogisme ici, mais du coup, 10 minutes par question, il faut savoir que ça va super vite, quoi. D'accord? Et donc là, il y a vraiment un certain nombre de points méthodologiques ou de trucs vraiment pour gérer son temps. Et ça, il faut absolument que vous sachiez gérer votre temps et que vous appreniez à gérer votre temps. Et je suis pas là pour faire la promo enfin si quand même un petit peu de ProConta, mais les trucs commerciaux, administratifs, c'est pas trop mon truc. Mais clairement, il y a, en tout cas chez ProConta, et les différents intervenants, hein, qui seront probablement pour cette année Ariane Brickman et moi-même, il y a vraiment une volonté de vous aider là-dessus sur comment gérer votre temps, comment aborder la méthodologie pour pouvoir obtenir la note qui va vous permettre d'aborder sereinement le reste des épreuves, quoi. Là, clairement, il y a quelque chose à faire. Et puis, d'un point de vue méthodologique, clairement, il faut le savoir, il y a 3 questions qui peuvent vous être posées, 3 types de questions qui peuvent vous être posées, des questions de cours, des questions sur document et des questions de cas pratiques. Alors, en ce qui concerne cette typologie, je le sais, le truc qui vous plaît le plus de manière générale, c'est la question de cours. Pourquoi est-ce que c'est la question de cours? Tout simplement parce que dans cette question de cours, vous avez une impression de sécurité. Ouais, j'ai bossé, donc je vais pouvoir répondre. C'est tout le problème. C'est tout le problème de la question de cours. La question de cours, en fait, c'est on-off, quoi. C'est je sais répondre ou je sais pas. Et si je sais pas, c'est pas la réflexion qui va me permettre de construire la réponse. D'accord? Et donc, la question de cours, c'est un peu le truc à double tranchant. Et puis surtout, dans la question de cours, il faut quand même le dire, il est possible que la question de cours soit une question purement technique. J'évoquais tout à l'heure la question de cours suivante. Quel est l'âge maximum que ne peuvent pas dépasser les administrateurs d'une ESA, sauf bien sûr disposition contraire des statuts. Et du coup, vous pouvez répondre. Hein, l'âge maximum à ne pas dépasser pour être désigné comme administrateur dans une ESA a été fixé par la loi à 70 ans. Bon, ok, très bien. Donc ça peut aller vite, même si je pense que ça serait pas mal de montrer qu'on a compris à quoi ça sert, hein, afin d'éviter que les assemblées générales ne soient des aéropages de vieillards séniles. On a décidé de fixer une limite d'âge. Bon, ok. Mais c'est un peu le problème. Je sais ou je sais pas. Et le deuxième point, c'est quoi? C'est qu'il faut faire attention parce qu'il n'est pas exclu qu'on vous pose des questions qui sont certes des questions de cours, mais qui sont un peu des questions de synthèse. D'accord? Par exemple, un des grands classiques, c'est qu'est-ce qu'un commissaire, qu'est-ce qu'un juge commissaire et quel est son rôle? Bon. Ok? Et donc là, il vaut mieux, là du coup, effectivement, je ne peux pas jeter un peu comme ça mes connaissances, et puis le correcteur se débrouille avec. Non, non, il va falloir que j'ai quelque chose de raisonné, que je montre que je peux prendre un sujet qui est un sujet de synthèse et en 3, 4, 5 minutes avoir une réponse qui est structurée, raisonnée avec un mini-plan, une mini-dissertation, quoi, avec une mini-introduction, deux parties et une mini-conclusion. Voilà. Ça, c'est indispensable. Okay? Et ça, bien sûr, il faut que vous le sachiez, il faut que vous soyez prêt à affronter ce genre de questions. Et puis le deuxième type de questions qu'on peut vous poser sont des questions sur documents. Et alors les questions sur documents, il faut le savoir, la plupart du temps, les documents, ou souvent, les documents sont des arrêts, et soit des arrêts du Conseil d'État, soit des arrêts de la Cour de cassation. Alors évidemment, c'est une véritable aide. Pourquoi? Parce que souvent, la réponse à la question qui vous est posée est dans l'arrêt. Le problème quand même, c'est quoi? C'est que cet arrêt, parfois, il faut le lire,
Et quand on a un arrêt, comme par exemple on avait sur la session 2022, cet arrêt du Conseil d'État qui était un arrêt relativement long, et en plus il fallait le comprendre, il fallait arriver à dire mais où est le truc important qui me permet de répondre à la question qui m'est posée. Et là, clairement, je crois qu'il faut vraiment se poser la question, qui est la suivante. Demain, on me pose à l'examen, on me pose une question sur un point, et on me demande d'y répondre à l'aide du document fourni. Mais à part peut-être pour certains d'entre vous qui organisent régulièrement, après avoir fait une soirée chez eux ou chez un de leurs copains, organisent ou décident d'organiser des afters Légifrance pour voir quels sont les derniers développements de la jurisprudence sur un certain nombre de points. Je veux dire, lire un arrêt, le comprendre, l'analyser, et ensuite voir comment je peux m'en servir pour répondre à la question qui m'est posée et qui parfois me rapportera un point, il n'est pas exclu que vous y passiez 45 ou 50 minutes pour un point, on est d'accord. C'est-à-dire qu'à ce rythme-là, dans le meilleur des cas, vous aurez 5 sur 20. Et donc, il faut vraiment vous poser, je crois, la question de savoir dans quelle mesure cette question sur document, vous allez vouloir y répondre, quoi. D'accord ? Voilà. Et puis ensuite, vous avez l'application de la méthodologie au cas pratique. Et là, clairement, cette méthodologie, il va falloir que vous la maîtrisiez et que vous en compreniez bien, l'intérêt, quoi. Alors, ça permet de répondre à la question de Christian-Éric Coissy, qui dit: est-ce que la méthodologie doit être appliquée sur chaque question posée dans un dossier? Christian, là encore, répondre à cette question de manière abrupte, c'est pas possible. Oui et non. Oui, dès lors que c'est une question de cas pratique. Non, si c'est une question de cours. D'accord? Voilà. Parce que, voilà. Il n'y a pas là-dessus, ça dépend vraiment de la question qui vous est posée. Donc la méthodologie est vraiment un peu tributaire de la question qui vous est posée. D'accord, Christian? Alors, Abdelila Bendada pose la question suivante. Bonsoir monsieur, je vous remercie pour la présentation. J'ai une petite question. Est-ce qu'il faut mentionner obligatoirement les numéros des articles dans les réponses? La réponse, là, pour le coup, elle est assez simple. La réponse est non. Voilà. Les corrigés type officiels le précisent. Les numéros d'articles ou les dates des décisions de jurisprudence ne sont pas attendus dans les copies des étudiants. Voilà. Alors Sarah Hatt pose la question suivante. Est-ce que la question de cours tombe systématiquement? Il y a systématiquement, oui Sarah, il y a systématiquement dans les documents, ou dans les 20 questions ou 22 questions qui vous sont posées de manière à peu près, je dirais en moyenne 22 questions, vous avez toujours entre 4 et 5 ou 6 questions de cours. Oui, bien sûr. Oui, c'est systématique. La réponse ici est très très dépourvue d'ambiguïté. Voilà. Alors, ça, bien entendu, il va falloir que vous maîtrisiez la méthodologie. Alors, après, dans les slides, vous avez des trucs un peu commerciaux sur ce que vous propose ProConta et tout ça. Moi, je suis pas très à l'aise sur ces promotions ou sur cette activité de promotion commerciale, il faut quand même le dire. Moi, je suis un pur pédago. Et en conséquence, je vous invite, je crois que vous avez plein de liens qui vous ont été donnés au fur et à mesure sur le fait de pouvoir télécharger. Je crois que vous pouvez télécharger le truc, mais pour faire simple, quel que soit votre statut, vous aurez sans doute quelque chose qui permettra d'avoir de pouvoir vous inscrire et de bénéficier éventuellement d'un certain nombre de prises en charge. Et que les choses soient très claires en ce qui nous concerne. En tout cas, nous les pédagogues, on va vraiment essayer, là pour le coup je peux le dire parce que c'est à la limite du pédagogique et du truc, et que quand ProConta a décidé de se lancer, on a clairement eu pour objectif de dire notre objectif, c'est pas l'encyclopédisme. C'est d'éviter de vous abreuver de documentation de 1200 ou 1300 pages. C'est vraiment de dire, OK, on admet que sur certains thèmes, peut-être,
on n'a pas abordé tel point dans la préparation, tel point qui est totalement secondaire dans la préparation, on l'a peut-être pas abordé. Mais en fait, ce qui nous a poussé à faire ce choix-là, et je le dis, je l'assume, hein, j'en suis en partie responsable, c'est de dire en réalité, avec le volume qu'on vous donne, vous allez pouvoir répondre à 85% des questions qui vous sont posées. Donc, c'est-à-dire vous pourrez aller jusqu'au 16-17. Et le problème, c'est que d'essayer d'aller chercher le 20 sur 20, il faudrait qu'on multiplie le volume de documentation, il faudrait qu'on multiplie le temps qu'on passe sur les vidéos que vous avez, il faudrait qu'on le multiplie probablement par 3 ou par 4. Voilà. Que là, je crois que vous avez un poly qui fait quelque chose comme 700 pages. Il faudrait que vous ayez un poly de 2000 pages pour qu'on soit sûr de border tous les trucs. Et je ne suis pas certain, enfin, je suis même convaincu qu'en fait, ce n'est pas ce qu'on vous demande et que du coup, ce n'est pas utile. D'accord? Donc là, clairement, je peux le dire, je peux clairement le dire là-dessus, sur cette petite promotion commerciale qui est à la fois commerciale et pédagogique, c'est important. Et il y a un truc sur lequel je voudrais, insister et qui n'est pas ici là. Oui, c'est ça, pardon, c'est sur ce dernier point sur lequel j'insiste quand même parce que je crois que là, pour le coup, c'est vraiment un truc qui est fondamental pour votre réussite et c'est la chose suivante. C'est que, comme vous voyez dans le dernier petit pavé ici, des épreuves blanches en conditions réelles d'examen, bon ça ok, je veux dire, ProConta est évidemment pas le seul à proposer ça, mais je crois qu'une des exclusivités de ProConta, c'est cette vidéo correction individuelle, c'est-à-dire que votre correcteur, quand il corrige votre copie, en fait, c'est comme s'il avait une petite caméra qui suit ce qu'il est en train de faire, et quand il annote votre copie, il vous explique ce qui ne va pas. Et plutôt que de mettre en 3 mots en annotation que vous ne regarderez pas, vous avez le truc en direct sur voilà ce qui ne va pas, voilà pourquoi ici tu perds des points, voilà ici pourquoi ce que tu as fait c'est bien. Et ça, je crois qu'en termes de progression, c'est tout bonnement génial, quoi. D'accord? Alors, j'ai Lofty Mixawi qui, je ne sais pas si c'est une question, qui pose les documents de DSCG, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et Christian, pour une question de cours, par exemple, il faut faire une accroche pour amener à répondre à la question posée. Alors, ouais, je crois que c'est recommandé, Christian, ouais. Une petite accroche, ouais. Alors, en réalité, cette accroche a pour objectif de remettre le truc dans le contexte. On me pose une question qui est une question de cours, je pourrais répondre de manière brute, voilà la réponse, mais je vais mettre ce que vous appelez sans doute une phrase d'accroche qui va permettre de montrer que, au-delà du fait que j'ai la connaissance, que je connais pour ce qu'on appelle, les juristes, ce qu'on appelle le fondement de la règle, à quoi elle sert, pourquoi elle est là. D'accord? C'est quoi son objectif? C'est quoi son but? Et ça, le fait que vous le montriez à votre correcteur, c'est quelque chose qui est évidemment de nature à vous faire gagner un certain nombre de points, au moins de manière indirecte. D'accord? Ok? Ah, je vois que très grosse réaction de l'équipe qui dit au cours des rendez-vous que vous avez avec les conseillers, on vous fera une démonstration de la vidéocorrection. Et franchement, enfin moi je dis c'est pas du tout parce que je travaille pour ProConta. Je veux dire, comme vous l'avez compris, je travaille aussi comme prof dans beaucoup d'autres écoles. Et donc franchement, quand chez ProConta ils m'ont montré ça, j'ai dit waouh, ça c'est cool. Voilà. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, j'essaierai d'y répondre. Et voilà. Donc, ce que je peux vous dire, moi, sur la présentation, sur le déroulement de la préparation, c'est qu'effectivement, vous aurez
une base documentaire, vous aurez une base documentaire écrite, vous aurez une base de documentaire en vidéo, qui sont des vidéos qui sont relativement courtes pour que vous puissiez les regarder de manière facile. Et puis que vous aurez assez régulièrement des lives, c'est-à-dire vraiment des sessions qui tomberont sur un thème et sur lesquels on fera les rappels des bases essentielles, des trucs à savoir, et sur lesquels il y aura de l'entraînement avec un exercice, parfois tiré d'Anal, parfois des exercices que on fait nous-mêmes et qu'on propose, mais qui sont, et effectivement ces lives sont ultra, je crois, formateurs, et en tout cas jusqu'à présent ont toujours été très appréciés des élèves et qui sont inscrits, parce que l'objectif c'est vraiment en tout cas quand c'est moi qui les anime, c'est vraiment pas tellement de faire dans la quantité, mais vraiment de prendre peut-être 2 exercices, et quitte à y passer 1 heure sur 2 exercices ou sur un exercice, mais vraiment de décortiquer le truc, de voir comment on enchaîne le raisonnement pour finalement avoir une réponse qui coule de source et qui du coup pose 0 problème au correcteur. Il dit ok, j'ai pu corriger en 30 secondes et ça marche vachement bien, quoi. Voilà. Et c'est ça que c'est ça qu'on essaye, en tout cas dans ces lives, c'est ça que, en ce qui me concerne, j'essaye de faire, c'est vraiment de prendre un cas pratique et de vraiment le décortiquer, de le démonter, une fois de plus, quitte à passer 20 minutes sur une question, c'est pas le problème, ou 25 minutes sur une question, mais pour que vous compreniez comment ça fonctionne et comment il faut arriver à présenter le truc pour avoir et pour récupérer un maximum de points, parce qu'après tout, c'est à ça que ça sert, quoi. D'accord? C'est à peu près le seul truc qui vous intéresse au final. D'accord? Des questions? Pas de questions? Bah écoutez, si vous n'avez pas de questions, j'espère que la présentation vous a plu, j'espère que ça vous a donné un petit peu un aperçu sur ce qui vous attend. Et que vous vous inscriviez chez ProConta ou pas, que ça vous donne quand même une petite idée de ce qu'il va falloir faire, et que ça vous donne une petite idée de ce sur quoi il va falloir faire porter essentiellement vos efforts et ce que vous pouvez éventuellement laisser un tout petit peu de côté. Encore, en tout cas, c'était l'un des objectifs de cette vidéo, de cette session. Pas de questions? Plus de questions? Bah, du coup, je vous propose que nous nous arrêtions là. Alors pour ceux qui me connaissent peut-être, vous savez que c'est un live quasi un record pour moi, là, 1h30. Les lives que j'anime font souvent 2h30. Mais voilà, du coup j'espère que ça vous a quand même permis d'y voir un petit peu plus clair sur ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut peut-être pas faire pour vous préparer pour cette UE1. Et si vous n'avez pas de questions, je vous souhaite une très très bonne soirée et je vous dis peut-être à bientôt pour ceux qui décideraient de s'inscrire. Voilà, bonne soirée et au revoir.